Bonjour Magali Dejoux, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir sur le plateau de Bismart. Oui, vous êtes donc avocate au cabinet de Gaulle Fleurance et Associés, cabinet qui accompagne et finance notamment les énergies, le développement des énergies renouvelables. En 2018, Sylvie Perrin, qui est avocate associée au sein de ce cabinet, a créé la plateforme verte. Vous y travaillez vous aussi, c'est quoi la plateforme verte ? Alors la plateforme verte est une association qui regroupe des acteurs de la transition énergétique et qui permet de réfléchir à tous les sujets en matière d'énergie renouvelable. Elle dispose de plusieurs groupes de travail et notamment d'un groupe en matière d'agrivoltaïsme, le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Et elle permet donc d'accompagner les acteurs dans le cadre de ces réflexions et de trouver des bonnes solutions afin d'accompagner au mieux les projets d'énergie renouvelable. Oui, ce n'est pas seulement de la réflexion, c'est aussi du concret. C'est aussi du concret, exactement. On réfléchit concrètement au projet, comment les acteurs peuvent réaliser au mieux leur projet. Et dans le cadre, par exemple, du groupe de travail en matière d'agrivoltaïsme, on a organisé plusieurs séminaires de travail où les acteurs peuvent discuter ensemble, peuvent échanger. Et à la fin, on a même rédigé un guide qui comporte de nombreuses recommandations. Le but étant de faire aussi évoluer les textes et la réglementation. Oui, effectivement, on va détailler ça, un guide et 15 recommandations après une consultation auprès des territoires et de différents acteurs pour déterminer la meilleure manière de produire de l'énergie solaire sur les terres agricoles. Quelques chiffres sur ce domaine. Le secteur agricole produit déjà 13% de l'énergie photovoltaïque en France. Il y a environ une exploitation sur 10, 50 000 sur 437 000 équipées de telles installations avec un objectif tripler ce nombre d'ici 2030. Une question alors très concrète, installer des panneaux solaires sur une exploitation en termes de complément de revenus, qu'est-ce que ça peut représenter pour un agriculteur? Alors j'imagine que ça dépend de la taille de l'exploitation, du nombre de panneaux solaires qu'on installe, mais il y a des moyennes, qu'est-ce que ça peut rapporter? En termes de revenus, cela peut aller jusqu'à 5 000 € par hectare. Donc, c'est des revenus qui sont très conséquents et qui peuvent être un bon complément de revenus à l'agriculteur. Mais le plus important, c'est qu'il s'agit d'un revenu stable et qu'il permettrait à l'agriculteur d'avoir ce revenu stable en plus des revenus tirés de la production agricole qui sont soumis à plusieurs aléas. D'une part, des aléas climatiques et des aléas économiques. Parce qu'on sait que les agriculteurs sont soumis à tous ces aléas dans le cadre de leur métier. Et le fait d'avoir un revenu stable permettrait de pérenniser leur activité et d'assurer la production agricole. Alors ce guide, 15 recommandations, il s'adresse à qui? Uniquement aux agriculteurs, aux organisations professionnelles? Qui vous avez ciblé en travaillant sur ce guide en fait? En travaillant sur ce guide, on a voulu cibler à la fois les acteurs du monde agricole, mais également les acteurs du monde énergétique. En fait, c'est un guide qui s'adresse à tous parce qu'il permet d'avoir des recommandations pour développer ces installations solaires sur des terres agricoles, mais de sorte à protéger au mieux la production agricole. Donc, il s'adresse à tous pour avoir un agrivoltaïsme qui est vertueux, donc qui apporte une plus-value finalement à l'agriculture. Oui, alors ça c'est important ce que vous dites parce que il faut que le projet soit compatible avec l'activité agricole. Quand je dis ça, ça semble une évidence, mais il y a quand même des dérives potentielles. Et c'est aussi pour ça que vous avez publié ce guide, pour les identifier. Exactement. Le but de ce guide, c'était d'essayer de trouver le bon équilibre pour permettre de développer l'agrivoltaïsme, mais de manière à préserver les terres agricoles. Et on a réfléchi à la conception des projets. D'abord, comment le projet doit être conçu pour pouvoir préserver les terres agricoles. Et cela passe par le design, par exemple. On a réfléchi à quel design pourrait permettre de préserver les cultures. Et ce qui se fait en pratique, c'est des panneaux qui permettent, par exemple, d'être mobiles et qui peuvent se baisser suivant le soleil ou l'ombre, donc pour donner plus d'ensoleillement aux plantes ou de les ombrager. Les protéger quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, exactement. Les panneaux peuvent aussi les protéger en cas de grêle ou en cas de gel ou d'intempéries. Donc la plateforme verte a réfléchi à toutes ces modalités de conception et c'est déjà ce qui se fait en pratique. Et il y a d'autres possibilités, c'est aussi le fait d'améliorer le bien-être animal. Donc d'avoir des panneaux qui vont permettre d'une part d'avoir des zones d'ombre aux animaux lorsqu'il est en cas de forte chaleur,
mais également d'avoir des équipements de grattage, par exemple, qui peuvent permettre aux animaux de se gratter sur la base du panneau solaire, c'est ça? Exactement, de pouvoir de se soulager en cas de... Parce qu'ils sont soumis à de nombreux parasites, donc ça peut leur permettre de se soulager de tous ces parasites. Sans qu'ils se blessent. J'imagine que dans le design, ça a dû être pensé aussi. Dans le design, il est prévu des protections contre les blessures. Donc, d'une part, il faut réfléchir au design, à cette conception du projet, et d'autre part, pour éviter les dérives, au frein d'un point de vue financier, pour que l'agriculteur ne puisse pas spéculer sur les terres et qu'il n'y ait pas une pression foncière. Donc, il faut arriver à avoir des loyers contrôlés, encadrés. Et la plateforme verte renvoie au pouvoir public le soin de définir cet encadrement, mais elle y réfléchit encore actuellement pour avoir un encadrement qui pourrait se faire comme l'encadrement pour les loyers des résidences dans les grandes villes. Donc avoir un loyer qui permettrait de limiter en fait ces spéculations foncières. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que l'agriculteur finalement devienne producteur d'électricité et plus producteur d'électricité qu'agriculteur, c'est ça? Exactement. Le risque, c'est que finalement les terres agricoles soient exploitées uniquement pour produire de l'énergie solaire, au détriment de notre souveraineté alimentaire, et qu'il n'y ait plus ce métier d'agriculteur. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à trouver le bon équilibre, et ça passera par une réglementation qui devra arriver à permettre le développement des projets, mais également à les encadrer au mieux. Cette spéculation foncière sur l'agrivoltaïsme, elle est déjà à l'œuvre parfois? Ça arrive déjà? Alors pour l'instant, c'est quelque chose aujourd'hui, il y a également des revenus qui peuvent être perçus par les agriculteurs, mais il n'y a pas encore de spéculation assez importante, parce que les projets représentent 15% du parc photovoltaïque. Oui, on est plutôt dans la phase d'installation et de croissance. Exactement, on est dans la phase de découverte, d'expérimentation. Pour l'instant, les agriculteurs expérimentent le projet, et ils voient aujourd'hui finalement qu'il y a un bénéfice à ces projets, parce que certains agriculteurs ont même constaté que, par exemple, leur culture était de meilleure qualité en installant ces panneaux. C'est le cas de certains agriculteurs qui cultivent des vignes. Ils se sont aperçus que le vin était de meilleure qualité, parce que les vignes sont moins soumises finalement aux fortes chaleurs, aux intempéries. Donc le but, c'est... Oui, parce que dans ce que vous décrivez, on est bien d'accord, les panneaux photovoltaïques, ils ne viennent pas prendre la place d'une culture, ils se placent au-dessus de la culture et ils peuvent éventuellement permettre de moduler la chaleur, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est une des solutions technologiques, ou alors ça arrive que des panneaux, finalement, on ne produise rien en dessous? Alors, ils peuvent être placés au sol, mais ils vont souvent être un peu surélevés pour laisser passer les animaux en dessous. Donc, ils vont être adaptés. Ou alors, ils vont être placés bien au-dessus des cultures, et tout dépend de la hauteur de la culture. Mais souvent, ils sont surélevés d'une manière assez importante pour laisser passer les engins agricoles. OK. Donc, c'est une surélévation finalement qui permet de continuer la production agricole et de laisser passer tous les engins en dessous, mais également d'avoir la culture qui sera bien protégée par ces panneaux. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle des règles, des aides européennes de la PAC. Alors, la politique agricole commune, elle est en train de changer. Il y a un Green Deal qui s'est mis en œuvre au niveau européen. Vous mettez en garde contre les nouvelles règles. Pourquoi ? Alors, on a constaté que la réglementation européenne permet aujourd'hui aux agriculteurs de bénéficier de ces aides de la politique agricole commune lorsqu'il y a une utilisation occasionnelle non agricole des terres, mais la transposition de ces textes en droit français est très restrictive. En effet, il y a ces terres peuvent être à usage non agricole seulement durant une durée de 15 jours consécutifs. Et donc, ça ne permet pas. Donc, on ne peut pas faire d'agrivoltaïsme, ça c'est sûr. Exactement. Ouais. Donc, il faut changer les textes français, adapter les textes européens, c'est ce que vous nous dites? Alors, il faut, vu que les textes européens prévoient cette possibilité d'avoir un usage non agricole des terres, il faudrait que les textes français ne restreignent pas cet usage non agricole à 15 jours. D'accord. Ou que les textes européens prévoient expressément la possibilité de développer l'agrivoltaïsme. Merci beaucoup, merci Magali Dejoux, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat tout de suite.